Et hello tout le monde, c'est Race for Fun pour Spin Elite, pour la série du coup débuter en MTT, les bases à connaître pour bien débuter en tournoi. Donc on est à la 7ème vidéo, donc le 6ème chapitre, mais la 7ème vidéo parce que le chapitre 5 a fait 2 vidéos. N'hésitez pas, si vous n'avez pas regardé les vidéos d'avant, à les regarder avant celle-ci. Et du coup aujourd'hui on va voir tout simplement l'organisation. Donc tout ce qu'il faut pour s'organiser avant de lancer une session. Les rooms, donc on va présenter les différentes rooms, les avantages, les inconvénients, j'en reparlerai après. Les tournois qu'il y a sur les rooms, les horaires de début de tournoi, les horaires de fin de tournoi, afin de voir justement en fait pour mieux s'organiser. Et du coup on va commencer en parlant de savoir décider quel jour et à quel... Donc ça c'est ce qu'on va voir, savoir décider quel jour et à quelle heure démarrer la session. Ensuite on verra jusqu'à quand late reg ou re-entry un tournoi, les avantages et inconvénients de chaque room, quel type de tournois sont les plus EV+, et les plus low variance, ou les plus low variance. Et on va montrer, je vais montrer après un planning détaillé de la session, avec les tournois, etc. Donc j'y reviendrai après. Alors, savoir décider quel jour et à quelle heure démarrer la session. Pourquoi c'est important de savoir à quel jour et à quelle heure démarrer la session? En fait, c'est juste pour mieux s'organiser, savoir quand vous commencez, quel tournoi vous allez ouvrir, en tardive, pas tardive, etc. À quelle heure vous allez finir les tardives, c'est-à-dire arrêter de vous inscrire, et à quelle heure en moyenne vos tournois vont finir, pour du coup choisir en amont les tournois que vous allez faire. Voilà. Donc il est important de vous faire un planning, décider en avance à quelle heure vous allez démarrer votre session, à quelle heure vous allez vous inscrire à votre dernier tournoi. Donc je me répète, j'en suis désolé, j'aurais dû me relire. Et à quelle heure votre session devrait finir afin d'être prêt et bien organisé pour grind dans de bonnes conditions. Effectivement, si par exemple vous avez lancé 2 tournois, je sais pas, à 23h, et que vous avez prévu de finir la session à 1h du mat, ça va souvent être compliqué. Et certains disent souvent, si je deep run c'est pas grave, je peux tenir. Bah ouais, mais si on prend compte de ça au début, on se dit bon, notre tournoi on peut évidemment le deep run, même si la plupart du temps on va pas le faire, on peut quand même le deep run. Donc si on tient compte de ça, on fait attention au tournoi qu'on ouvre, et on saura à peu près à quelle heure ils finissent. Le but c'est pas d'être fatigué quand on deep run, justement, parce que à la fin des tournois, c'est là où il y a l'argent, donc il faut être frais pour justement pour prendre les bonnes décisions et faire gagner le plus d'argent possible, enfin lever en tout cas, faire le plus de V possible sur le tournoi. Donc voilà, j'en reviendrai après avec le tableau des horaires, etc. Mais c'était la première partie. Jusqu'à quand late reg ou re-entry un tournoi? Donc ça c'est important. Donc plus la structure est rapide, plus vous voulez venir au début du tournoi. Tout simplement parce que si la structure est rapide et que vous venez bien en tardif, vous avez plus beaucoup de blindes. Et plus vous avez de blindes, plus vous pouvez jouer de coups faciles, de coups qui vont vous rapporter beaucoup, plus vous pouvez entrer dans des coups avec des mains potentielles, etc. J'en avais parlé du jeu sans BB deep, etc., moins deep, et ça changeait beaucoup de choses. Donc forcément, si vous venez vraiment en tardive, sur un turbo surtout, vous avez 30-40 blindes, donc c'est moins intéressant. Pour les tournois KO, essayez de venir au début du tournoi, car la partie bounty correspond à 45% du prize pool que vous pouvez prendre. Donc évidemment, vous n'allez pas éliminer tout le field, déjà parce qu'il y a d'autres tables, donc pendant qu'il y a des busts, vous ne les bustez pas. Et de toute façon, sur un tournoi, je sais pas combien on élimine en moyenne de joueurs quand on va au bout, mais bon, c'est pas tout le field évidemment. Mais par contre,
il y a 45% du prize pool qui est en KO. Donc si vous arrivez plus tard dans le tournoi, que vous late reguez, je sais pas si ça se dit, je pense pas, mais bon, voilà, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Bah en fait, il y a une partie du prize pool qui n'est plus là, une partie des KO. Le prize pool du payout est là, mais une partie des KO sont plus là parce que les gens sont éliminés. Donc ça fait comme si vous faites un tournoi à 9 euros, enfin 10 euros, mais 9 euros plus 1 euro de rake, et il y a 4,50 € qui est en KO. Et finalement, quand vous venez, ben, en fait, la part des 4,50 € fois 1000, par exemple, s'il y a 1000 joueurs, bah, elle est plus. Il y en a moins, évidemment, s'il y a déjà des éliminés, parce que ben, forcément, les 4,50 € ils sont plus là. Ils sont chez quelqu'un d'autre, mais ils sont plus là. Donc voilà, faut vraiment venir au début en bounty. Euh, donc aussi, on veut couvrir le plus possible de joueurs afin d'avoir des chances de prendre leur KO quand il y a un tapis. Donc effectivement, si vous venez en tardif sur les KO, vous avez beaucoup de chances que bah, vous ne couvriez pas toute la table et beaucoup de chances que plusieurs personnes vous couvrent. Le problème, c'est que bah, si on gagne un tapis contre quelqu'un qui nous couvre, bah, on prend pas son KO. Et des fois, il y a des décisions où ben, si on couvre le joueur, on va call ou on va faire tapis, et sinon, non. Donc, plus on couvre de joueurs, plus on a de possibilités de prendre des KO. Et c'est quand même l'important dans un tournoi KO. Pour les re-entry, donc ça c'est non KO, hein, tournoi normal. Pour re-entry, je vous conseille de ne faire qu'avec minimum 40 blindes et de ne pas trop le faire sur votre plus haut buy-in. Donc minimum 40 blindes, je dirais qu'en KO, je peux pas vraiment dire en termes de blindes, c'est plutôt voilà, dans les premiers niveaux, faut plutôt regarder la moyenne. Moi ce que j'ai tendance à faire, c'est regarder la moyenne. Si on commence avec 20 000 jetons et que la moyenne est au-dessus de 25 000, je vais avoir du mal à re-entry, sauf si vraiment, enfin à buy-in, à venir sur un KO, sauf si vraiment les blindes sont, si on a plus de 50 blindes, je vais quand même le faire. Par contre, comme je l'ai dit, pas trop re-entry sur les plus hauts buy-in, sur votre plus haut buy-in. Donc si votre plus haut buy-in c'est un 10 euros par exemple, bah, vous n'allez pas re-entry trop parce que bah, ça va vous plomber, ça peut vous plomber un peu la bankroll, surtout si vous si on re-entry plus les plus gros buy-in, et bah, ça peut vous coûter cher, et en plus en théorie c'est là où vous avez le moins d'edge, le moins d'avantage parce que ben, c'est votre plus haut buy-in, donc en théorie c'est là où c'est le plus dur pour vous. Par contre sur votre plus petit buy-in vous pouvez re-entry un peu plus facilement, dans le sens où normalement vous avez beaucoup plus d'edge, donc d'avantages techniques, et aussi bah, c'est moins grave de re-entry un 2 euros si vous faites par exemple 6 ou 7 euros de mise moyenne. Sachant que de toute façon l'important sera plutôt le top 3, surtout sur un 2 euros. Donc mettre 2 euros ou 4 euros, c'est pas hyper grave quoi. Donc, mais après, il faut faire attention non plus, pas trop re-entry de toute façon. Faut pas oublier que normalement, si vous sélectionnez bien vos rooms, vos tournois, etc., il y a du choix. Donc, il n'y a pas besoin de tout le temps de re-entry pour trouver un tournoi. On va en reparler plus tard bah, par rapport au room, quel room jouer. Et là où du coup vraiment on a le choix entre re-entry et faire un autre tournoi ou un autre, et voilà. Donc on va choisir le meilleur à l'instant T. Du coup, ok pour ces late reg ou re-entry pour les tournois. On va passer du coup aux avantages et inconvénients de chaque room en tournoi. Donc je pense que vous le savez tous, mais je le répète quand même. Il y a 5 rooms pour le moment en tout cas en .fr, donc disponibles aux Français. Ça veut pas dire qu'ils sont pas disponibles à d'autres nationalités, mais en tout cas, nous, en tant que Français, nous avons accès à ces 5 tournois, à ces 5 rooms, donc Winamax, PokerStars, Party Poker, BetClick et Unibet. Et du coup, je vais vous parler de ce qui est pour moi, en tout cas en tournoi, les avantages et les inconvénients de chaque room. Alors, j'ai pas noté avantages, etc., inconvénients, etc. J'ai noté ce qui me semblait le intéressant
pour chaque room. Donc, d'abord Winamax. Je notais énormément de tournois entre 13 h et minuit. Donc, en gros, pour ceux qui jouent l'après-midi et le soir, il y a énormément de choix. Et surtout entre 25 centimes et 20 euros. Bon, c'est très très large évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que des 25 centimes, il y en a plein, des 50 centimes plein, 1 euro, 2 euros, il y en a plein, des 5 euros, il y en a énormément, des 10 euros aussi, et des 20 euros, il y en a un peu moins que les 10 euros, mais il y en a quand même beaucoup. Au-dessus des 20 euros, évidemment, il y en a moins des tournois, tout simplement parce que ben, la plupart des joueurs jouent en dessous de 20 euros. Enfin, en dessous de. Enfin, il y a 20 et après il y a 50, donc en dessous de 50 euros. Donc forcément, il y a moins de tournois vu qu'il y a moins de demandes aussi. Mais il y a quand même pas mal de 50 euros, hein. Et il y a quelques 100 euros, etc. Sur Winamax, il y a beaucoup de 6 max, énormément de 6 max, hein. Si vous aimez pas le 6 max, ne choisissez pas Winamax. Franchement, moi je fais presque que du 6 max, mais j'aime vraiment le 6 max, donc c'est cool. Des tournois Bounty aussi, beaucoup de tournois sur Winas sont 6 max et sont Bounty. Il y en a des Bounty non 6 max, et il y a des 6 max non Bounty, mais beaucoup sont 6 max Bounty. Moi, pour le coup, c'est ma préférence, les 6 max Bounty, donc ça tombe bien. Des gros fields avec énormément de joueurs récréatifs, donc ça, pour moi, c'est un avantage. Enfin, qui est énormément de récréatifs, que ce soit des gros fields, ça, on pourra en débattre si vous voulez. Des structures rapides permettant de gagner gros en quelques heures. Et du coup, j'ai noté énorme variance. Effectivement, si on a un tournoi sur Winamax qui fait par exemple 1500 ou 2000 joueurs, et que les structures sont assez rapides, bah forcément on va devoir, pour aller au bout, gagner beaucoup beaucoup de coups à tapis ou de coups où on va devoir, enfin pas forcément tapis payé, mais on va devoir mettre beaucoup de notre stack en jeu très souvent. Tout simplement parce que justement, vu que les structures sont assez rapides et qu'il y a beaucoup de monde, bah ça fait beaucoup de variance dans le sens où si les structures sont rapides, la moyenne en jetons, enfin en blindes, est faible. C'est-à-dire que sur Winamax, en général, on tourne entre 20 et 40 blindes de moyenne, donc d'average. C'est rarement 40 blindes d'ailleurs, c'est plutôt entre 20 et 30-35 blindes, ça dépend du moment du tournoi. Mais voilà, c'est très souvent ça. Il y a quelques tournois qui sont vraiment lents, mais il y en a très peu et peu de monde les joue. Donc voilà, la plupart des tournois sont assez rapides. Donc voilà. Et énorme variance, évidemment, du fait de la structure rapide et du fait d'énormément de joueurs dans les tournois. Il y a aussi des tournois où il y a peu de monde, mais c'est pas la majorité des tournois sur Winamax, hein. Ensuite, on va parler de PokerStar. Donc, PokerStar, il y a beaucoup de choix de tournois, donc un peu comme Winamax. Des structures assez longues. Pour le coup, c'est pas comme Winamax, c'est des structures assez longues. Enfin, c'est-à-dire que les blindes n'augmentent pas aussi rapidement, aussi souvent que ce que sur Winamax. Il y a 20% d'ITM permettant de rarement faire une session catastrophique. Donc ça, je trouve que c'est un point intéressant. Sur les autres rooms, c'est entre 12,5 et 15% d'items. Donc 20% d'items, ça commence à être pas mal. Et forcément, normalement, vous faites 20 tournois, par exemple, vous ne ferez pas 0 item, quoi. Si vous avez 20% de chance de faire payer. Et encore, si vous avez un avantage technique, vous ferez payer plus que 20%, etc. Euh, Payout très souvent mal réparti. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très souvent le 9ème prend vraiment pas grand chose quand on arrive en TF à 10, enfin TF d'un tournoi à 9 ou à 10. Enfin, le dernier de la TF prend pas grand chose. Et surtout, entre le premier et le troisième, il y a énormément d'écart. En général, enfin souvent, c'est du simple au double. Donc par exemple, si le premier prend 1200, si le deuxième prend 1200, le premier va prendre 2400, 2500. Et ça me semble vraiment, vraiment très limite à l'époque où on vit.
en 2019, bientôt 2020, parce que c'est vraiment pas souhaitable pour les joueurs, je trouve, d'avoir énormément de différences. C'est ce qui fait que bah, on est pratiquement tout le temps obligé de deal. Parce que enfin, il y a de la variance à ce jeu, et entre finir deuxième et premier, c'est du simple au double. C'est très difficile d'accepter cela, hein. Sauf si vraiment on joue énormément et énormément ben, on fait énormément de volume sur la roue, mais du coup on lisse quand même la variance au fur et à mesure, même sans deal. Mais bon, personnellement, je suis pas très fan de ça. En plus, en tournoi KO, ils n'ont pas changé la répartition, c'est-à-dire qu'il y a aussi, par exemple, 1002 au deuxième, 2004 au premier, plus le KO pris si c'est un tournoi KO. Donc là, on passe sur genre le deuxième il prend 1005 avec ses KO, et le premier il prend 3005, 4000. Donc là, ça devient vraiment très limite. Je trouve, franchement, je trouve ça assez scandaleux encore. Mais bon, c'est mon avis. Niveau élevé dès les 5 € dû à l'arrivée massive des réguliers étrangers qui ont accès au point .com sans arriver qui ont accès au point .com, oui c'est ça, sans arriver des récréatifs étrangers. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en gros PS a fait que bah, les étrangers peuvent, les étrangers je parle, en gros normalement il y a les Espagnols, les Français et les Portugais qui sont sur PokerStars, comme sur Winamax. Et en fait, les étrangers, donc hors les deux que j'ai cités, peuvent s'inscrire via pokerstars.es, mais qui a le même soft que nous, donc qui a les mêmes, enfin qui est, c'est juste qu'ils s'inscrivent pas au point .fr, mais c'est le point .eu, et en gros ils s'inscrivent au point .es, et ils sont dans nos fields en gros. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc ils peuvent pas s'inscrire par rapport au point .fr, mais par rapport au point .es, qui revient au même en réalité, vu qu'ils sont là. Et en fait, c'est que les étrangers, les réguliers qui viennent, parce que les récréatifs, s'ils ont accès au point .com, bah, ils s'en foutent du point .fr, point .eu, etc. Donc en fait, les récréatifs sont pas venus, et les réguliers bons joueurs sont venus étrangers. Du coup, bah, forcément, le field est dur, agressif, et voilà. Peu d'innovation et une impression d'être un numéro à qui on veut prendre X argent, peu importe si l'on se sent bien sur la room. Ça, c'est mon impression, c'est l'impression de beaucoup de monde, mais c'est mon impression, donc je la donne. Presque aucun rakeback. Donc le rakeback, c'est quand vous faites des tournois, du cash game, etc. Bon, disons un tournoi à 10 €, c'est souvent 9 € plus 1 € de rake. Et normalement, toutes les rooms ont un rakeback à ça. Donc les rakes, c'est ce qui est prélevé du buy-in. Et normalement, on a un retour là-dessus entre 5 et 25%, on va dire. Bah, sur PokerStars, c'est très 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 peu, et c'est très très mal fait. Et voilà. Énorme variance due au nombre de joueurs et surtout au style agressif des joueurs étrangers. Effectivement, on pourrait penser que justement, il y a 20% d'items, donc il y a moins de variance, mais c'est pas ça la variance. C'est juste que vous perdrez moins, vous ferez moins souvent une soirée blanche, c'est-à-dire sans item, mais il y a quand même beaucoup de variance. Et vu que les structures sont plus longues que sur Wina, on se dirait qu'il y a moins de variance, mais justement, vu que les étrangers réguliers qui viennent, je parle des 5 € et plus, hein, pour le coup, sont vraiment agressifs, ils ont des styles vraiment agressifs. Bah, en fait, ça crée beaucoup de variance, parce que bah, on va pas pouvoir bah, jouer tranquillement le coup, dans le sens où bah, il va y avoir une relance, une sur-relance, des check raise, des 2 barrels, des 3 barrels. Ça va être bien 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 plus aggro que certaines rooms. Voilà, donc beaucoup de variance aussi. Vous l'avez compris, je porte plus trop à PokerStars dans mon cœur, mais voilà, j'essaye d'être objectif, hein, pour le coup. Et c'est ma vision des choses. Ensuite, on a Party Poker. Donc, Party Poker, il y a moins de rake que les concurrents. Sur les tournois 10 plus 1 au lieu de 9 plus 1, 100 plus 9 au lieu de 90 plus 10, etc. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, bah, sur les autres homes que Party Poker, vous avez un tournoi de 10 €, vous avez 1 € de rake, donc 10%.
Sur Party Poker, c'est des tournois 11 euros, donc 10 euros plus 1 euro de rake. Donc ça fait moins de 10%. Vous pouvez faire le calcul chez vous, hein. Et par exemple, sur un 109, bah, c'est 100 plus 9, donc là, c'est moins de 10% aussi. Euh, alors que sur les autres rooms, c'est 90 plus 10. Donc on paye plus cher le tournoi, mais en fait, on paye le tournoi plus après le rake. Les autres, c'est. Enfin, on paye le buy-in plus après le rake. Les autres, c'est on paye buy-in plus rake, et ça fait un tel montant. C'est pour ça que c'est des montants un peu plus chers sur partie, mais en fait, on paye moins de rake. Pas de rake sur la partie bounty des tournois. Donc par exemple, à 11 euros, on aura 5 euros de buy-in, donc de payout normal, 5,50 € en bounty et 50 centimes en prélèvement, en rake. Donc là, en fait, sur la partie bounty, il n'y a pas de rake. Donc moi, je trouve que c'est vraiment des trucs intéressants. Dans le sens où la room choisit de montrer qu'elle veut pas juste prendre l'argent, etc. Et elle essaye de se démarquer des autres. Et voilà, moins de rake. Des structures lentes avec des augmentations de blindes très lisses. Donc ça pour le coup, ouais, si vous avez jamais joué sur Party Poker, vous allez un peu halluciner dans le sens où quand vous voyez les blindes augmentées, c'est vraiment, vous passez de 35 blindes à 33,5 blindes, c'est vraiment très 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 lisse. Donc vraiment c'est agréable à jouer. Par contre ça fait des tournois longs, évidemment. Des fields allant de 50 à 250 joueurs l'après-midi et de 200 à 800 joueurs le soir. Donc ce qu'on peut appeler une room middle variance, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire low variance l'après-midi et middle variance le soir. Donc c'est quand même des fields, enfin 800 joueurs le soir. Si vous comparez à Winamax ou PokerStar, 800 joueurs, il y en a au moins 15 le soir qui fait plus que 800 joueurs sur Winamax ou sur PokerStar, hein. Donc vraiment là, on peut dire que la variance est beaucoup moins élevée. Dû au nombre de joueurs, dû aux structures qui sont lentes. Donc on a le temps, la moyenne, comme dit en stack, pour le coup, est entre 40 50 blindes très souvent. Et l'augmentation est très très faible. L'augmentation des blindes, donc on n'a pas besoin de se précipiter à se dire merde, si je bouge pas, je vais me prendre l'augmentation, ça va être dramatique, je vais passer à 10 blindes. Non, non, non. Beaucoup de satellites avec régulièrement de l'overlay. Donc des satellites, c'est des tournois où par exemple vous faites 2 euros, vous mettez 2 euros pour un ticket 10 euros et vous avez une chance sur 5 de le gagner. Et de l'overlay, c'est en gros qu'il y a des garanties. Par exemple, un tournoi, un satellite à 2 euros où il y a 10 tickets garantis, il est censé y avoir 10 tickets 10 euros garantis, il est censé y avoir, du coup ça fait 100 euros de price pool, hein, 10 x 10, 100. Du coup il est censé y avoir 50 joueurs. 50 x 2, 100. Voilà. Donc s'il y a moins de 50 joueurs, même un peu plus parce que là il y a le rake, mais on va dire s'il y a moins de 50 joueurs, il y aura de l'overlay. Ce qui veut dire que il y aura moins de joueurs par rapport à leurs prédictions et leurs garanties en ticket. Ce qui veut dire tout simplement que vous avez plus de chances de prendre un ticket par rapport à la normale. Donc ça c'est appréciable, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est régulièrement le cas, donc c'est sympa. Et même il y a beaucoup de satellites, c'est intéressant. Il y a des sat to sat, c'est-à-dire il y a des 2 euros pour 11, 11 euros pour 55 par exemple, ou des trucs comme ça. Ou 3,30 plus 30 pour 33, 33 plus pour 250, des trucs comme ça. C'est vraiment sympa, je trouve. On peut se qualifier pour pas cher. Voilà. Ensuite, BetClick, petit field, niveau assez faible, manque de tournois, parce que, ouais, effectivement, alors je l'ai pas relevé sur Party Poker, je trouve qu'il manque un peu de tournois aussi, mais surtout par rapport à Winamax et PokerStar. Mais voilà, j'aurais pu le relever sur Party Poker aussi. BetClick, ouais, manque de tournois, dans le sens où il y a quelques tournois à faire, évidemment, mais si vous faites des buy-in pas très éloignés,
Il y en a pas 15 000 non plus, hein, donc voilà. Soft, pas très agréable, alors ça c'est un ressenti, c'est moi qui le dis, il y en a qui l'aiment bien, etc. Voilà. Et par contre, peu de variance, bah, dû au petit field et au niveau assez faible. J'ai pas parlé de la structure parce que vraiment il y a des tournois où les structures sont belles et des tournois où les structures sont moins belles, donc j'ai rien mis dessus. Dans l'ensemble, je trouve que ça va, c'est jouable, c'est pas hyper turbo non plus, c'est pas hyper lent non plus. Je trouve que c'est agréable à jouer aussi. Le niveau est faible. Donc peu de variance, donc si vous cherchez à avoir peu de variance, ben c'est un bon, c'est une belle room pour ça. Unibet similaire à BetClick, petit field, niveau faible, pas assez de tournois non plus, je trouve. Un petit peu moins que sur une BetClick aussi, encore, je crois. Dur de multi-tablé ou de multi-room avec Unibet. Ça, c'est dû à. Ils ont fait un format, je sais plus comment on l'appelle, mais c'est le format des tables est vraiment différent des autres rooms et du coup, c'est un peu compliqué de le mélanger avec d'autres rooms. Euh, Pas de notes, pas de tracker. Donc ça change. C'est le seul, la seule room qui fait ça, hein. On n'a pas, on peut pas mettre de notes, on peut pas mettre de pastilles. Le tracker n'est pas autorisé, c'est-à-dire qu'il fonctionne pas en fait. Voilà. Changement de pseudo possible constamment. Donc ça, je crois qu'on peut avoir 4 pseudos et les changer toutes les je sais pas combien d'heures. Mais voilà, on peut vraiment changer tout le temps de pseudo quand on veut. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et du coup, peu de variance aussi, bah, dû au niveau faible et au petit field. Donc voilà pour ces 5 rooms. Alors, à titre d'information, je joue principalement Winamax, en deuxième room Party Poker et en troisième room BetClick. Je pourrais jouer Unibet, mais je préfère BetClick. Unibet, a priori, le niveau est un peu plus faible encore, mais j'aime bien avoir des notes et un tracker et des pastilles, donc je préfère quand même BetClick. Voilà. Euh, Ensuite, quel type de tournoi? Énormément de récréatifs sont attirés par ça. Surtout sur Winamax pour le coup, mais aussi sur d'autres rooms, sur Party Poker. Sur PokerStar, je sais pas, je vous avoue que j'y joue plus, donc je suis pas hyper renseigné là-dessus. Voilà, donc les tournois Bounty sont les plus soft. Donc là où il y a le plus de récréatifs, et je dirais pas le moins de règles, mais en proportion, il y a beaucoup plus de récréatifs que de réguliers, en tout cas sur les petits buy-in. Le niveau est fort. Ensuite, ce sont les tournois avec le plus de monde, type la Fièvre, le Cocktail, le Sunday Surprise. Alors, j'ai pas rajouté encore une fois parce que je me suis pas assez penché sur PokerStar, mais les tournois PokerStar comme le Classico ou les gros tournois énorme field, 5 et 10 euros de PokerStar, je pense que c'est aussi les tournois les plus soft. Donc avec le niveau le plus faible. Forcément, la garantie attire beaucoup de joueurs récréatifs. Cependant, ce sont des tournois avec énormément de variance. Donc voilà, ça c'est ce qui est paradoxal, c'est que les tournois les plus soft ont beaucoup de variance. De
Malheureusement, comme dit, les tournois les plus EV+. Donc ouais, les plus EV+, j'ai défini là où votre ROI sera le plus gros au long terme. Donc avant j'ai parlé de tournois soft et maintenant je parle des tournois les plus EV+, c'est pas exactement la même chose, mais voilà. Votre ROI long terme, donc votre retour sur investissement long terme. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous faites 10 000 fois le même tournoi, enfin 10 000 fois 100 tournois différents, bah, le tournoi où vous avez gagné le plus sera votre meilleur ROI. Donc le tournoi qui sera le plus rentable pour vous. Mais du coup, malheureusement, les tournois les plus EV+, sont aussi ceux qui génèrent le plus de variance. Donc c'est un peu paradoxal, mais voilà. En résumé, je pense que dans l'idéal, il faudrait 20% de gros field, donc j'ai défini gros field à 800 joueurs plus, 40% de moyen field, entre 200 et 800 joueurs du coup, et 40% de petits field, donc moins de 200 joueurs. Donc ça c'est dans l'idéal, donc si vraiment vous devez choisir quelque chose pour avoir des deep runs réguliers quand même, parce qu'il y a des petits fields, mais aussi des tournois où vous pouvez gagner beaucoup, etc., etc., avoir un bel équilibre, bah, je vous conseille ce que je viens de dire. Et du coup, on va finir avec un tableau détaillé, donc planning détaillé de la session. Voilà, donc ça, alors j'ai mis des couleurs à gauche, c'est pas très important, mais je vais expliquer en gros là pour là à gauche. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Ici, Winamax est en vert, c'est tout. Partie en jaune et BetClick en orange. Bon, c'était juste pour la déco. Alors, j'ai mis les heures de début de tournoi, les tardives, donc les inscriptions tardives, les heures de fin de tournoi, le buy-in, le nom du tournoi, le format, la structure et le nombre de joueurs. Et avec tout ça, normalement, vous pouvez choisir bah, votre grille, les tournois que vous préférez, etc., etc., etc. Donc, et voilà, vous pouvez avoir vraiment votre planning. Par exemple, un exemple con, vous voulez commencer votre session à 18h30 et vous voulez qu'elle finisse avant 2h30 du matin. Bah, tout simplement, vous allez regarder à partir de 18h parce qu'il y a des tardives, quels tournois sont les plus soft et plus à votre buy-in, quelle structure vous voulez, etc. Est-ce que vous voulez des petits fields, des moyens fields, des gros fields? Le but, comme dit, c'est d'avoir pas mal de petits fields, des moyens fields et quelques gros fields. Mais ce qui est important, du coup, l'heure de fin. Si vous voulez finir à 2h30, j'ai dit, max 2h30, vous n'avez pas lancé ce tournoi, par exemple, à 19h45, qui est le cocktail. Bon, manque de bol, c'est un des tournois les plus EV+, et ceux où vous aurez votre ROI long terme le plus élevé. Mais voilà, du coup, en théorie, vous devrez plus open celui-là, etc. Voilà, pareil pour la fièvre. Pareil pour le Monster Stack de 20h30, pareil pour le Monster Stack de 20h45, et etc., etc. Donc voilà. Ce qui est important, comme dit, c'est de, voilà, 6 max KO, 6 max KO, etc. C'est de voir, là aussi il y a les levels, donc est-ce que les structures sont belles, est-ce que c'est rapide, etc. etc. Tout ce qui peut vous aider à choisir un tournoi et à savoir un peu comment va se dérouler le tournoi, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est pas rapide, quelle va être ma stratégie, est-ce qu'il y aura du monde, combien il y aura à gagner, etc. Tout ça peut être intéressant.
Et là, j'ai mis les tardives. Les tardives, pour moi, me semblent vraiment importants. Il faut allier les tardives, j'ai envie de dire, à la structure. Parce que normalement, plus les tardives sont longues, bah, plus normalement la structure doit être belle. Parce que sinon, c'est pas logique dans le sens où vous n'allez pas venir loin en tardive si c'est assez turbo. Donc faut combiner un peu tout. Je pense que j'ai mis à peu près tout ce qu'il fallait. Je n'ai pas mis, j'avais hésité à mettre combien il y a la win. C'est pas hyper important finalement. L'important, de toute façon, si vous faites des petits buy-in, enfin des petits fields, vous savez qu'il n'y aura pas une tonne à la win. Si vous faites des moyens fields, vous saurez qu'il y en aura pas mal. Et si vous faites des gros fields, vous savez qu'il y en aura énormément. Mais c'est pas hyper important de toute façon. Voilà, c'est pas le principal critère normalement pour choisir un tournoi, sauf si vous en faites que 2-3, bah là vous choisissez selon vous ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez qu'il y ait peu de monde? Est-ce que vous aimez qu'il y ait énormément de monde dans l'idée de chatter un one time, etc. Voilà. Donc voilà, ça j'ai vraiment choisi les tournois qui me semblaient les plus intéressants. Bon là j'ai mis vers les buy-in 5 euros, j'ai mis 5, 10, 20, 30. Mais voilà, évidemment en plus petit buy-in je l'ai pas mis, mais ça correspond plutôt à ce que je fais moi. Voilà, donc vert 5, jaune 11 et 20 euros plus en orange. C'est aussi pour faire attention, par exemple, aux tardives. Je vais pas venir en tardive dans un tournoi qui est mon haut buy-in ou qui s'approche de mon haut buy-in. Je vais venir vraiment dès le début. Parce que bah, c'est pas en tardive à VN5 blindes que j'aurai énormément d'edge. Donc voilà. Par contre, un de mes plus petits buy-in, par exemple celui-ci, il commence à 17h45, il finit les tardives à 19h49. Celui-là, honnêtement, ça m'arrive souvent de venir à 19h sur celui-ci et de commencer ma session. Du coup, je fais celui-ci à 19h. Celui-ci, c'est vrai qu'il faut pas que je clique dessus. Le Ironman, celui-ci non. La bagarre, voilà. Le Monster Stack de 18h30. Le Guérilla, non. Bah, enfin, c'est limite, on va dire. Pas 6 max KO, donc non. Et voilà, ça m'en fait déjà 6 ou 7 à 19h que je peux lancer. Et ainsi de suite, si je commence à 20h, ben, je peux regarder les tardifs de 19h, etc., etc. Si je commence à 20h30, je peux regarder les tardifs de 19h45, 20h, 20h15, etc. Et choisir mes 6 tournants en même temps, ou 8 tournants en même temps, 4 tournants en même temps, selon ce que vous gérez, etc. Vos buy-in. Et voilà, il y a du choix. J'ai pas tout mis, mais c'est un peu mes préférences là. Et voilà. Donc c'est fini pour oui, ce sixième chapitre et cette septième vidéo. On fera un dernier chapitre du coup pour finir la série. Donc sur les logiciels importants, les trackers, les HUD, les solvers, Sharscope, etc. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je regarderai. Et je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fêtes. Je sais pas quand la vidéo sortira, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes et des bonnes résolutions pour l'année 2020. Allez, ciao ciao!